Vous en avez présidé avec à la fois la solennité du moment et la précision du mathématicien que vous êtes, hôte du JDD, donc homme de la semaine. Les secousses enregistrées dans les écoles et universités sénégalaises justifient amplement le choix de convier à la barre l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Deux fonctions éminentes que vous occuperez pendant plusieurs années avec la légitimité du professeur muni de sa science et l'expérience de l'universitaire. On peut sans aucune exagération vous qualifier de père de la dernière réforme de l'enseignement supérieur, réforme que vous avez conduite en vous appuyant sur le professeur Souleymane Bachir Diagne au lendemain de votre nomination par le président de la République, c'était en octobre 2012. Vous resterez à la tête du département jusqu'en avril 2019. Mary Teuw Niane, quel est le regard du professeur et du ministre sur les universités avec leur vague de violence et incidents mortels entre étudiants, dont certains n'hésitent pas à s'en prendre à leurs enseignants, des violences et actes d'incivisme sanctionnés par le conseil de discipline de l'université pour ce qui est de l'UCAD. Quel regard? Évidemment, un regard un peu triste, parce que l'université, c'est mon espace. Mais l'université, c'est aussi l'espace du développement et de l'émergence de notre pays. Parce que c'est dans l'université que se forment essentiellement les compétences, le capital humain, et c'est l'université aussi qui produit normalement les résultats de recherche qui doivent servir tous les secteurs de développement du pays. La lumière est ma loi. Exactement. C'est le slogan de l'université. Mais finalement, la violence ne serait-elle pas la loi? En fait, je pense que c'est à la fois des soubresauts, mais à la fois quelque chose qui est quand même structurel et qui doit pouvoir être éradiqué. J'aime souvent rappeler la première réunion que j'ai eue avec les étudiants de l'UCAD en 2012, lorsque j'étais nommé ministre de l'Enseignement supérieur. Dans cette grande salle du building appelée aujourd'hui Mamadou Dia, et j'avais reçu des étudiants qui me semblaient sortir de guerre, sortir de batailles incontrôlées, incontrôlables, avec des gens avec des bras, avec du plâtre, avec des sparadraps sur l'œil, etc. Et des blessés de guerre, et parce que c'était à l'époque la vision du représentant des étudiants, il fallait qu'il ait des faits de guerre, occuper l'avenue Cheikh Anta Diop, kidnapper des bus, parfois même brûler des salles de classe et mettre sous contrainte ses camarades quand ceux-là voulaient étudier et que lui, il ne voulait pas étudier. Et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour qu'il y ait pratiquement plus de kidnapping de bus, pour qu'il n'y ait plus de salles brûlées. Et je pense que cet effort, il faut le continuer. Mais la situation, elle est là. Hein? Elle est toujours là. Mais il faut continuer. La violence, elle est toujours là. Vous savez, c'est un effort à continuer, parce que cela date depuis les années 60 quasiment. Oui. Et il faut continuer cet effort avec un élément qui avait été introduit lors de la concertation. La décision numéro 6 du Conseil présidentiel, la directive numéro 2 de cette décision dit qu'il faut rendre obligatoire l'enseignement du leadership, du développement personnel, de la citoyenneté et du service à la communauté. Peu d'universités ont lancé ces études-là. L'université virtuelle est sans doute celle qui a le plus développé ces enseignements. Ça, c'est votre bébé. Vous en Absolument. parlez avec beaucoup de passion. Non, mais l'université virtuelle, est-ce qu'elle n'est pas rattrapée par l'université réelle? Non, elle est plutôt attrapée par la massification. Et ça, peut-être, on y reviendra.
Mais je disais que cet enseignement de leadership, c'est-à-dire que notre système d'enseignement supérieur, mais c'est valable aussi pour notre système d'éducation nationale. Nous nous sommes plus occupés à former dans les compétences en oubliant de former l'être humain, d'éduquer l'être humain qui était entre nos bras. Je dis souvent que notre système éducatif est incolore et inodore parce qu'il doit former et le citoyen, celui qui a nos valeurs traditionnelles, les meilleures, celui qui est imbu de patriotisme, qui aime son pays, qui est prêt à s'investir pour son pays, et en même temps, celui qui a confiance en lui et sait que la connaissance, la maîtrise de la connaissance, la conquête des compétences fera de lui demain celui qui devra diriger ou qui devra simplement résoudre les questions d'emploi et autres auxquelles il sera confronté. Donc, cet enseignement des valeurs, de la culture, de l'éducation n'est pas porté par notre système éducatif. Et d'autant plus que les familles elles-mêmes, nous le voyons, ne portent pas toujours cet enseignement au sein de la cellule familiale. Beaucoup de parents n'ont pas été bien éduqués pour éduquer leurs propres enfants. Justement, d'où peut-être le piège de la stigmatisation de l'étudiant d'aujourd'hui qu'il faudrait éviter, qui pourra dire aussi, ou qui pourrait dire, mais qui osera me jeter la première pierre, des pierres, vous les anciens, vous en aviez aussi jeté, vous avez parlé des années 60 déjà. Comment arriver à éviter la stigmatisation de l'étudiant tout en aussi restant ferme sur les questions de discipline, sur la pacification de l'espace? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le leadership. Quand je dis le leadership, c'est le leadership des autorités académiques. Parce que l'espace universitaire, nous avons deux espaces. C'est la loi sur les franchises universitaires qui en a fait deux espaces. Nous avons l'espace académique régi par la loi sur les franchises universitaires et vous avez l'espace social qui est régi par la loi de tous les Sénégalais. Et il est important que ceux qui ont en charge ces espaces soient fermes sur la discipline qui doit s'y dérouler. Oui, parce qu'on a vu que même l'espace pédagogique n'est pas à l'abri de la violence. Tout à fait. Oui. Mais l'espace pédagogique a au moins l'arme, je dirais, de sanctionner. Oui. Ce que l'espace social n'a pas directement. D'où les sanctions qui viennent d'être prises. D'où les sanctions. Moi, j'aime pas trop les sanctions. Ah oui. Mais j'aime pas trop, parce que sanction, ça veut dire échec. C'est très simple. Mais quand il faut sanctionner, positivement ou négativement. Nous manquons de cela dans notre société. Mary Teuw Niane, entre fermeté, si on fait allusion aux sanctions prises avec certains étudiants qui ont été exclus définitivement, temporairement, d'autres qui ont subi d'autres formes de sanctions, entre donc fermeté et tolérance, faut-il ou non donner une seconde chance aux étudiants qui ont été sanctionnés, exclus définitivement, temporairement? Je pense qu'il faut leur donner une seconde chance. C'est arrivé assez souvent d'ailleurs. Revenir sur ces décisions. Non, il faut, je pense, d'abord que les étudiants reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs. Et je pense qu'en les reconnaissant, ça crée un espace d'échange et un espace de prise en compte qu'il faut désormais agir autrement. Parce que souvent à Dakar, les moments de violence, ce sont les moments des élections au niveau des amicales et autres. Je pense que ces amicales ont tout intérêt à ce que l'élection se fasse dans la transparence, dans la démocratie et de manière pacifiée, et que les amicales, que les étudiants choisissent parmi les meilleurs étudiants pour les représenter. Mais il faut aussi que les œuvres sociales assainissent l'espace, parce que souvent on a dit
les étudiants sanctionnés n'étaient pas des étudiants. Même pas, oui, mais des alors, étudiants. qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'espace universitaire? Et parfois bénéficiant de chambres, bénéficiant de tous les autres avantages. C'est pourquoi je dis il faut que... Ça veut dire qu'on a fermé les yeux quelque part. On a fermé les yeux et ça, il faut le sanctionner aussi. Restaurer donc le